Bienvenue au lycée Jean-Jacques Rousseau de Montmorency pour cet après-midi consacré donc à un travail d'échange et de réflexion autour de la transition écologique en lien évidemment avec le monde de l'entreprise. Alors on est particulièrement ravis d'organiser de ce type de manifestation qui permet de faire des ponts, des liens entre le monde économique extérieur à l'éducation nationale et évidemment l'éducation nationale. L'assistance est extrêmement diverse puisqu'on a des représentants du monde de l'entreprise, on a des enseignants, toutes disciplines confondues, des enseignants de la voie générale, de la voie technologique, peut-être de la voie professionnelle, en tout cas certainement, puisqu'on a des délégués aux formations présentes dans l'établissement, des chefs d'établissement, des partenaires extérieurs, et c'est aussi l'objectif qu'on poursuivait, c'est-à-dire de pouvoir mixer un peu l'ensemble des publics et de réfléchir collectivement sur cette question qui évidemment est une question essentielle, évidemment d'actualité, mais en termes de prospective à moyen, voire très long terme, fondamentale pour l'avenir de notre planète. Je pense que c'est à ce niveau que les choses se situent. Avant de laisser débuter le programme de cet après-midi, un grand remerciement aux Clés Plaine Vallée, donc le comité de liaison école-entreprise qui correspond donc à notre secteur et aux communautés d'agglomération, à Dinactive, aux collègues chefs d'établissement qui participent au dynamisme de cette association, à l'inspection académique, Madame Grenier, pour la relation école-entreprise, et puis également aux équipes de l'établissement, puisque vous vous en doutez, pour arriver à ce niveau de préparation, il y a tout un travail de l'ombre qui est mené maintenant depuis plusieurs semaines. Donc je tiens à remercier parce qu'elles sont présentes dans la salle, Madame Monet, l'adjointe gestionnaire, et Madame Gillet, la proviseure adjointe, qui sont avec nous cet après-midi, également des personnels de vie scolaire, et puis tous nos agents de l'établissement qui, d'une façon ou d'une autre, ont mis la main à la pâte en quelque sorte pour que on puisse échanger et travailler dans d'excellentes conditions. Donc tout sera filmé avec une qualité professionnelle. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation, merci pour votre présence, et puis je nous souhaite une réflexion intense, et puis repartir ce soir avec plein d'idées et plein de réflexions. C'est l'objectif de cet après-midi. Merci à vous. Et je vais donner la parole à Éric Lemoine, donc, qui est fondateur de House of Co-Design, mais il se présentera beaucoup mieux que je viens de le faire. Merci, monsieur le proviseur. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui s'est mobilisée depuis un mois et demi autour de cette problématique, et je pense que ça montre forcément l'importance de ce sujet, qui est la transition écologique, et le sous-titre, parce que souvent les sous-titres sont plus importants que les titres, le sujet de la décarbonation des activités économiques, c'est de ça qu'on va parler ensemble. Alors merci à tous ceux qui ont organisé et contribué à faire que ce moment soit un beau moment, un moment utile pour vous et pour vos élèves, puisqu'au final, c'est vers les élèves qu'on espère que ce travail aura des répercussions. Ce moment va s'organiser en 3 grands temps. Je vais vous faire une présentation d'une demi-heure pour vous brosser un petit peu le contexte de ce sujet de la décarbonation dans le secteur économique. Donc on va vraiment focaliser sur l'entreprise, mais ça peut aussi s'appliquer aux administrations, parce que les administrations sont des acteurs économiques. Donc ça marche pour les deux. Ensuite, on aura une table ronde pendant une petite heure, et puis un troisième moment de questions-réponses pour échanger sur les différents propos qui ont été tenus par nos invités. Alors, moi je suis dirigeant d'entreprise depuis que j'ai 24 ans, donc j'ai été peu de temps salarié, j'ai commencé ma carrière chez Apple, et j'étais à un moment clé qui est le moment du début de la transition et de la transformation digitale, qui est quelque chose que l'on vit depuis, alors pour certains depuis une trentaine d'années comme moi, pour d'autres depuis un peu moins. Et puis dans ce sujet de la transformation digitale, j'ai été entrepreneur pendant toutes ces années, et puis j'ai pu à un moment faire un projet que vous connaissez peut-être un petit peu, qui s'appelle PIX. Donc je suis à l'origine de PIX avec le ministère de l'Éducation, ce qui nous a permis de pousser dans toutes les mains, et vraiment beaucoup de mains, puisqu'aujourd'hui il y a 6 millions d'utilisateurs de PIX en France, mais aussi à travers le monde, puisque l'UNESCO est en train d'utiliser PIX, et il y a la naissance d'un GIP, Groupement d'intérêt public mondial, qui va porter PIX dans le monde entier, avec des pays comme l'Inde, le Japon qui vont utiliser ce projet. Donc moi, mon job, c'est de faciliter l'innovation, accélérer les transformations.
C'est ce que je fais au quotidien. Donc j'aide des grandes entreprises, plutôt des entreprises internationales comme L'Oréal, comme Vinci ou d'autres, à transformer leurs organisations en fonction de contextes. Et les contextes évoluent en permanence. C'est ce qui fait l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à des contextes changeants. Et là, je vais vous brosser la situation, d'avoir le minimum de connaissances pour après rentrer dans la table ronde. Alors pour ça, je vais commencer avec un ouvrage qui est fondamental, qui s'appelle « La troisième vague », qui a été écrit au tout début des années 70 par un auteur qui s'appelle Alvin Toffler, qui est un Américain. Et en fait, il brosse un portrait de nos sociétés en 3 grandes étapes. Une première étape qui est la révolution agraire, où en fait, il y a environ 10 000 ans, on s'est sédentarisé et en fait, on a trouver une innovation, puisque ces grandes ruptures que je vais vous présenter sont toutes liées à des innovations. Une première innovation qui est l'agriculture et l'élevage. Et à ce moment-là, la ressource principale, c'est les bras. Le clan qui s'organise, le nombre de familles, et c'est ça qui fait la force à ce moment-là. On passe quelques milliers d'années, on arrive à la révolution industrielle, et là, elle se construit grâce au capital, mais surtout grâce à une innovation technologique majeure de rupture, qui est la maîtrise d'une énergie disponible, massive, qui est l'énergie fossile. Ça nous ramène un petit peu à nos problèmes. Et cette innovation, c'est la machine à vapeur. Et puis, il y a quelques années, on voit que le temps s'accélère autour des innovations. Tout début des années 70, on arrive avec une innovation majeure qui est l'invention du microprocesseur par les équipes d'Intel en Californie. Et là, la valeur principale de notre société, c'est la haute qualification, voire la très haute qualification. Et là, ça nous ramène à l'école, à l'enseignement. Tout part d'ici. La très haute qualification d'une société, et donc la compétitivité d'un pays, d'une entreprise ou d'un individu, puisqu'on le voit que ça se joue à tous ces échelons-là, part de la qualification. La qualification, la compétence est au cœur de tous nos sujets. Vous pouvez me dire, ok, c'est très théorique, c'est très... ok, c'est des livres, ok, moi je vous montre les résultats économiques. En 2011, les 10 premières capitalisations boursières mondiales sont, si vous faites la liste, 10 entreprises, moins 2 qui sont 2 entreprises de technologie, sont 8 entreprises qui exploitent les énergies fossiles, du pétrole, majoritairement, ou qui utilisent ce pétrole et ses sources pour, comme des entreprises automobiles, comme peuvent l'être les grosses sociétés américaines. Et puis là, on prend 10 ans, et en 10 ans, on revient à ce top 10 des capitalisations boursières mondiales, on a 9 entreprises de technologie. Exxon, qui était numéro 1 en 2011, se retrouve 36e, donc ils ne sont même plus en première division, même plus en deuxième division, ils sont en troisième division. Ces entreprises-là se sont complètement effondrées. Non pas qu'elles fassent plus de chiffre d'affaires, mais leur capacité à créer de la valeur et surtout à attirer les investissements a complètement disparu. On n'a plus que 2 entreprises de col bleu. Je mets Amazon dans les entreprises avec des cols bleus, puisque en fait, il y a beaucoup de manipulation et beaucoup de personnel dans ces entreprises, mais tout le reste, c'est des entreprises de très haute qualification. Alors, ça c'était pour vous brosser le contexte, parce que je pense qu'avoir en permanence en tâche de fond ce contexte-là est vraiment fondamental pour comprendre la suite. Pour lancer la décarbonation des activités économiques, ça c'est vraiment le sujet sur lequel on va porter notre regard. Déjà, c'est là où ça se passe en fait. 70% des émissions de gaz à effet de serre sont faites par les acteurs économiques que sont les entreprises et les grandes administrations. 70%. Alors ce n'est pas eux les méchants, parce qu'en fait, ils fabriquent des produits et services pour nous, 7 milliards d'humains que nous consommons. Mais n'empêche que c'est là que ça se passe. C'est à cet étage-là que 2 tiers des émissions se passent. Puis après, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, sur toute cette consommation énergétique et ces productions de gaz à effet de serre, 73% des émissions sont liées à l'énergie. L'énergie, le fait de fabriquer de l'énergie qui nous sert à nous déplacer, qui nous sert à nous chauffer, qui nous sert à nous éclairer, etc., à nous transporter, on le voit dans le deuxième cercle, 73%
des gaz à effet de serre viennent à cet endroit-là. Donc vous voyez bien que l'enjeu énergétique, on parle souvent de décarbonation, transition écologique, mais aussi transition énergétique. Ça veut dire qu'on a 73% des gaz à effet de serre qui viennent de la révolution industrielle, qui viennent de cette énergie fossile, facilement disponible, à portée de main, pas cher. Ça, c'est fini. Il y a des accélérations géopolitiques qui font que le prix de l'énergie explose en ce moment, mais de toute façon, l'énergie disponible, pas chère, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il faut changer notre perception des choses et changer nos façons de faire. On voit très vite une organisation spécifique à l'empreinte carbone de l'entreprise. Une entreprise, c'est des activités en amont, les activités de l'entreprise et puis des activités en aval. Par exemple, des matières premières qui sont fabriquées par un tiers, elles sont livrées à une entreprise qui va les transformer et qui va les revendre à un autre tiers qui va en faire quelque chose d'autre. Et ça, il y a une analyse qui a été faite pour comprendre l'empreinte carbone des entreprises en 3 scopes. Le scope 1 et 2, c'est ce que l'entreprise consomme comme énergie et donc comme émission de gaz à effet de serre directement. Donc c'est sa consommation électrique, c'est ses véhicules d'entreprise, c'est son restaurant d'entreprise. C'est donc très borné à son activité en propre. Et puis on a ce qu'on appelle le scope 3, qui est les activités des fournisseurs, donc en amont. Mon fournisseur a une empreinte carbone, donc l'entreprise qui a fabriqué ces chaises, c'est du scope 3 par rapport au lycée. Et ce scope 3, on peut influencer dessus. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière et se rendre compte que ces émissions-là, elles sont détenues par des tiers en amont. Et en aval, c'est de la même façon, on n'est pas responsable de ces émissions. Donc une entreprise, elle peut très facilement influer sur son scope 1 et 2, parce que c'est dans son périmètre d'activité. Sur le scope 3, ça devient plus compliqué. Imaginez ce smartphone. En fait, l'empreinte scope 3 aval de ce smartphone, c'est mon utilisation et, par exemple, l'énergie que je vais mettre à l'intérieur de ce smartphone pendant les 3 ou 4 ans de sa durée de vie. Aujourd'hui, les entreprises sont plus ou moins proches de scope 1 et 2, et c'est sur scope 3 que ça devient compliqué. Parce qu'en fait, c'est des tiers. Alors, en amont, c'est plus facile parce que les politiques d'achat des entreprises peuvent être un super levier. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir dire à mon fournisseur de chaises, je t'achète tes chaises si tu fais un effort de baisse de ton empreinte carbone sur les 3 ans et que d'ici 3 ans, tu as réduit de 50% ton émission de gaz à effet de serre. Donc là, il y a un levier. Ça devient beaucoup plus compliqué, c'est sur l'aval. C'est-à-dire que comment, moi, je vais pouvoir, à mes clients, leur demander de faire des efforts au regard de la consommation de gaz à effet de serre. Alors là, ça veut dire qu'on a pensé des produits qui vont, en aval, avoir le moins d'impact possible. Avoir pensé des produits qui, par de l'éco-conception, par de l'innovation technologique, par des changements d'usage, vont avoir une empreinte carbone plus faible. Donc en fait, avec ce mapping-là, vous comprenez comment on va pouvoir agir sur tout ça. Alors, les entreprises, sur le sujet de la décarbonation, elles ont des pressions partout. C'est-à-dire que c'est le sujet qui est en train de tout écraser en ce moment. Alors, il y a un premier sujet qui est la pression réglementaire. Donc, dans notre zone, l'Union européenne, et en France, il y a toute une série de réglementations qui donnent une logique de trajectoire. La trajectoire que l'on va avoir, c'est celle de réduire notre empreinte carbone de 60% d'ici 2030. Le challenge, il est incroyable, je vous promets. Je ne sais pas si on va y arriver, on va tout faire pour y arriver tous ensemble, mais le challenge, il est incroyable. Réduire de 60% l'émission de gaz à effet de serre. La deuxième pression, qui est peut-être une des plus fortes sur le monde des entreprises, c'est celle de la finance, en fait. C'est qu'aujourd'hui, toute une série d'acteurs financiers sont en train de trier les bons, les moyens et les mauvais élèves de la décarbonation. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a des notions de risque d'investissement. Une entreprise qui place des fonds, donc une banque, aujourd'hui, aller dans des entreprises très carbonées, c'est un risque. C'est un risque qu'à un moment, la réglementation, le marché
ne veuillent plus des produits et des services de ces entreprises-là. Donc les investisseurs sont de plus en plus regardants de la qualité RSE, au sens large du terme, mais aussi, plus particulièrement, sur la partie décarbonation. Mais aussi, cette finance, par exemple, c'est des malus. Quand vous êtes aujourd'hui un fort émetteur comme une entreprise comme EDF ou comme Total Energy ou Engie, ben en fait, vous avez des malus qui vous poussent à améliorer votre empreinte carbone. Et ces malus, en fait, c'est ce qu'on appelle des C2E, ces contrats vont permettre à d'autres de récupérer cet argent pour faire des actions positives de décarbonation. Donc en fait, on a un marché avec un coût à la tonne, équivalent carbone, et ce marché émet des actions, et ces actions, vous pouvez les récupérer et les compenser. Donc si vous êtes une entreprise qui est très vertueuse pour l'environnement, ben vous pouvez récupérer cet argent-là pour financer ces actions. Je vous donne un exemple très concret. Une petite entreprise qui fait des voitures et qui vient de Californie, qui s'appelle Tesla, quand ils se sont installés à Berlin, avec la Gigafactory, c'est un investissement de 5 milliards. Sur ces 5 milliards, il y a 1,5 milliard qui a été payé par Fiat, donc un concurrent, au regard de leur très 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 mauvaise conduite dans la décarbonation de l'entreprise Fiat. Donc en fait, vous prenez une pénalité de 1,5 milliard, donc c'est quand même un peu d'argent, et deux, vous financez un concurrent qui va vendre des voitures mieux que les vôtres. Donc en fait, en tant qu'entreprise, ça devient très très compliqué de survivre dans ce contexte-là. Le troisième point, c'est la réputation. Les entreprises qui aujourd'hui ne rentreront pas dans ce mouvement seront des entreprises qui ne trouveront plus de collaborateurs, ne trouveront plus de clients, ne trouveront plus de partenaires à très très court terme. Pour les collaborateurs, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y a toute une série d'associations, de jeunes ingénieurs, de grandes écoles, etc., qui boycottent les entreprises qui ne vont pas dans le bon sens. Et puis enfin, il y a le risque climatique en lui-même. Nous, on a des clients, comme L'Oréal, qui nous disent l'usine qu'on a au Mexique, dans 8 ans, plus personne ne pourra y travailler parce qu'il fera plus de 50 degrés un jour sur deux en été. Il y a un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros qui a été fait là. Donc il y a un risque climatique. Un autre risque climatique qui est mes approvisionnements. Moi, L'Oréal, comment je m'approvisionne si certains de nos fournisseurs ne sont plus capables de nous produire les matières premières nécessaires à produire nos produits. Donc le risque climatique, en conséquence du changement, du dérèglement climatique, est un vrai problème pour les entreprises aussi. On est dans un moment de très grande transformation des entreprises et cette transition écologique, elle survient juste après celle de la transformation digitale des entreprises et des organisations. Donc les entreprises ont mangé 15 ans là, de transformation qui les a obligés à se réinventer de fond en comble. Ben là, on repart sur un autre truc qui est la transition écologique et en fait, ça va se faire de la même façon. C'est les mêmes ressorts, c'est les mêmes modalités qui permettent de transformer une organisation et de faire que on transforme un risque, un danger, en opportunité. L'idéogramme chinois se compose de 2 sous-parties. La première qui veut dire danger et la deuxième qui veut dire opportunité. Donc en fait, c'est un moment où on rebat les cartes. La transformation digitale a été un moment où on a complètement rebattu les cartes. Je ne vais pas vous parler de Kodak, hein, pas besoin. Ils étaient là, ils ne sont plus là. Clic-clac. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises sont des formidables machines à gérer les contraintes et les risques. En fait, quand on est entrepreneur, c'est 90% de son activité, c'est de gérer des contraintes et des risques du matin au soir. Des contraintes qui peuvent être simplement le code du travail, on ne fait pas n'importe quoi, des réglementations, des conformités sectorielles, des concurrents qui débarquent de nulle part, des innovations, des prix de matières premières qui explosent en ce moment, de la logistique où plus rien peut arriver de Chine puisque tous les trains qui passaient par la Russie ne passent plus par la Russie. Voilà, ça c'est le quotidien des entrepreneurs et des entreprises. Et en fait, ce sujet de la décarbonation, c'est une contrainte de plus. Alors c'est une belle grosse contrainte, mais c'est une contrainte de plus. Et quand on est entrepreneur, quand on veut innover, ça fait partie du quotidien. Et donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va de ce risque en faire une nouvelle opportunité. Alors, on peut avoir globalement 3 situations.
pour les entreprises. Un, celles qui vont disparaître ou perdre beaucoup de valeur. On est au tout début de ce mouvement-là. Il y a toute une série d'entreprises qui vont soit disparaître, soit se faire capter une grande partie de la valeur par un tiers. Par une entreprise qui va se mettre au-dessus d'eux, à côté, devant eux, et qui va récupérer une grande partie de la valeur. La deuxième chose, deuxième situation, c'est des entreprises qui sont prêtes à tout pour se réinventer, qui ont compris l'enjeu, qui ont compris qu'il y allait de leur survie, et donc que ces entreprises allaient tout mettre en œuvre pour se réinventer. Et comme je vous le disais, quand il y a des risques, il y a des opportunités, il y a toute une série de nouveaux acteurs, de petits poussins qui sont en train d'arriver, avec des valeurs qui sont nettement plus en adéquation avec ce qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise. Donc c'est plus facile quand on commence à 2 dans une cave que d'être 10 000 et à se réinventer. Ça, c'est évident. Mais n'empêche que ces acteurs-là arrivent et poussent le marché et poussent les vieux coqs qui sont là depuis des années à se réinventer et à faire autrement. Sur cette partie disparaître ou perdre de la valeur, je vous ai remis le petit logo Kodak en mémoire parce que c'est quand même un écrasement d'une entreprise leader, sponsor des JO, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kodak, c'est l'inventeur du capteur numérique. C'est l'entreprise qui, en 1978, a déposé le brevet qui permet d'avoir un capteur numérique. C'est l'entreprise qui n'a pas osé se servir de son invention et qui a tout laissé les autres s'en servir. C'est une entreprise qui pensait que tout ça allait se faire avec un temps incroyable, sujet de la transformation digitale, et qui n'a pas vu que tout s'accélérait et que tout allait beaucoup plus vite qu'il n'avait imaginé. Alors, ces entreprises qui peuvent être en danger et qui peuvent soit perdre de la valeur, soit disparaître, il y en a une grande partie, elles sont liées à la notion de transport, comme Renault. Vous voyez l'évolution de la capitalisation boursière de Renault sur 5 ans, ça a été divisé par 5. Si le marché gère Renault comme ça, ce n'est pas par hasard. Le marché comprend que les entreprises fortement carbonées ou sur des secteurs fortement carbonés vont être vraiment à la peine parce que l'effort qu'elles ont à faire pour se réinventer va être vraiment conséquent. Cette empreinte carbone, elle est liée à notre quotidien. En tant que Français, nos mobilités, qu'elles soient en voiture ou en avion, c'est 35% de notre empreinte carbone en tant que citoyen. Si vous prenez l'alimentation et la viande rouge, qui est aujourd'hui en baisse de 3% en 2020, c'était jamais arrivé, 2,9 pour être précis, 2,9% de la baisse de la consommation de viande rouge. L'alimentation, c'est aussi 30% de notre empreinte carbone en tant que citoyen français. Donc en fait, avec l'alimentation et le transport, c'est 60% de l'empreinte carbone d'un Français qui pèse en moyenne 10 tonnes. Donc on a 6 tonnes qui sont liées à ces 3 choses-là. Avec un qui est particulièrement spécifique, qui est l'avion, puisque les défenseurs des compagnies aériennes disent oui, on n'est que 2 à 3% de l'empreinte carbone mondiale. Mais sur les 7 milliards d'humains, il n'y en a que très peu qui prennent l'avion en fait. Et cet argument, il ne tient pas. Il ne tient pas quand après on le compare au numérique en disant oui, c'est comme le numérique qui fait 3%. Le numérique, c'est 5 milliards de gens connectés à Internet et 6 milliards de smartphones qui sont en utilisation. Avec des externalités positives nombreuses, puisque quand vous faites une visio, vous ne vous déplacez pas. Donc le numérique a des externalités positives incroyables, là où l'avion en a très peu. Et aujourd'hui, on est incapable d'analyser vraiment les baisses, parce que la pandémie a mis un tel coup dans les chiffres des compagnies aériennes qu'on ne sait pas faire la différence. Alors oui, il y a un moment, c'est vraiment tombé, et on ne sait pas encore dire ce qui ressort du comportement, des changements de comportement et de la pandémie. Mais il est évident que le transport aérien va avoir du mal à repartir sur ces sujets-là. Tout faire pour se réinventer. Donc on a des entreprises qui sont capables de rebondir et de se réinventer et de rentrer dans ces modalités de changement d'environnement et de changement de contexte. Là, je vous ai mis un exemple et vraiment, je vous conseille d'aller sur la page
environnement d'Apple pour voir comment, d'un point de vue industriel, pas de greenwashing, on vous met des arbres et des vaches et tout va bien. Non, non, on est sur une logique industrielle et comment les changements de procédés, les changements permettent une forte transformation du métier. De la même façon, des entreprises comme Vinci, c'est super compliqué quand on a des autoroutes, des aéroports et de la construction. C'est hyper compliqué de se dire comment on va se réinventer. Comment on va faire que dans 10 ans, on puisse continuer à construire des écoles, des hôpitaux, parce qu'il en faut, des routes, des infrastructures de transport, etc. Et c'est la seule entreprise du CAC 40 qui, cette année, lors de l'Assemblée générale de Vinci, a fait voter aux actionnaires cette trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. C'est les premiers à avoir dit « Ok, nous on s'engage, mais on s'engage avec nos actionnaires ». Donc ça veut dire qu'on met en œuvre réellement et que les actionnaires, peut-être qu'il y aura moins de dividendes, peut-être qu'il y aura plus d'investissements, etc. Mais n'empêche que les actionnaires ont signé. Alors cette résolution a été votée, je crois, à 85-90%. Donc ça veut dire que l'entreprise met vraiment son actionnariat et toutes ses parties prenantes en ordre de bataille pour atteindre ses objectifs qui sont de baisse de 40% des émissions sur le scope 1 et 2, puisque maintenant vous avez compris scope 1 et 2, et de 20% sur les émissions indirectes, scope 3. C'est évident que quand on a un aéroport, une des parties prenantes, c'est les avions qui atterrissent et qui décollent. C'est compliqué pour Vinci de faire que les avions qui atterrissent et décollent soient moins carbonés. En tout cas, on voit des entreprises, avec l'exemple d'Apple ou de Vinci, qui s'engagent fortement. Et puis, on a des nouveaux acteurs, des petits poussins qui débarquent. Alors, dans notre métier, ça s'appelle des DNVB, Digital Native Vertical Brand. En fait, c'est des marques qui naissent sur une seule verticale et qui naissent en ligne. Et qui adhèrent à des codes très puissants en termes de développement durable. Je vous en ai mis quelques-uns. Back market, recycler des smartphones, l'économie circulaire, qu'est-ce qu'il y a de plus utile et pertinent que de combattre l'obsolescence programmée ou le fait de ne pas changer tous les 3 mois de smartphone. La marque en moins, qui est une petite start-up française qui fait des produits d'entretien de la maison. Super, vraiment super. Avec une logique d'abonnement, le packaging il est minimaliste, ça arrive une fois tous les 3 mois chez vous, transport lent, enfin vraiment ils font tout ce qu'il faut pour avoir des produits avec des formulations qui sont les plus propres possibles. Veja sur les baskets, Midnight Train qui va se lancer l'année prochaine, qui est une compagnie de train de nuit, et l'idée c'est d'amener l'hôtel dans le train, et vous pourrez partir à Rome ou à Berlin de nuit et avoir une vraie belle expérience et pas des trains de nuit, voilà, comme on connaît. Asphalt dans la mode. Voilà, on a toute une série de marques qui se lancent et qui se lancent, ce que je vous disais tout à l'heure, sur une opportunité. Il y a un risque, il y a une opportunité. Des gens se sont levés un matin en disant moi, ma lessive pour mon lave-vaisselle, je trouve ça crado, j'en veux plus. Et ils se sont dit comment on peut formuler, distribuer et faire une activité de ce produit-là. Au début, ils ont commencé que sur la lessive pour les lave-vaisselle. Maintenant, ils ont une quinzaine de produits d'entretien maison qui sont vraiment super. Et tout ça, en fait, ça amène quand même à la notion d'intégrité. C'est-à-dire qu'à un moment où l'argument de la qualité environnementale d'une entreprise prend autant d'importance, aussi bien pour les clients que pour les futurs collaborateurs, mais aussi les cotations boursières, en fait, il y a des acteurs qui sont clés dans tout ce secteur, c'est toutes les ONG et toutes les structures qui vont juger des efforts des uns et des autres. Parce que être tout seul et juger de soi-même, ça ne peut pas marcher. Donc là, on a, par exemple, une ONG qui se met sur cette logique d'intégrité et qui, au regard de toute une étude, va positionner les acteurs. Alors,
Il y en a quelques-uns qu'on connaît, hein, comme Ikea, Volkswagen, Walmart, mais aussi des gens comme Carrefour. Voilà. Carrefour, transparence zéro, intégrité zéro. Voilà. On a des gens comme Saint-Gobain. Voilà. On est avec des mises en avant des bons élèves, mais aussi des mauvais élèves qui aujourd'hui sont vus par tous les organismes financiers et extra-financiers comme une source d'information fondamentale dans le fait de recommander ou pas des investissements. Donc ces entreprises qui sont en bas, ça va être de plus en plus compliqué pour elles de trouver des salariés, de trouver des clients, de trouver des fournisseurs et de trouver des fonds et des investissements. Et leurs primes d'assurance vont petit à petit exploser. Donc en fait, être un mauvais élève, globalement aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher que d'être un bon élève en fait. Alors, pour se réinventer, puisque on va aller voir cet axe-là, des entreprises qui sont plus traditionnelles et qui ont besoin de se réinventer, il va falloir tout changer. Le RH, le sourcing, donc les approvisionnements, la production et les énergies, la logistique et le transport, la communication et le marketing, le modèle de vente et d'après-vente, les outils de mesure et les labels, l'inclusion des parties prenantes. Voilà, il y a tout ça à changer. Et ça, c'est une entreprise. Voilà, il faut tout réinventer. Pour tout réinventer, la première chose, c'est vraiment d'avoir une raison d'être qui soit partagée, qui soit cette étoile du berger qui nous guide. Il y a eu une évolution récente avec la loi Pacte qui fait que les entreprises peuvent être aujourd'hui des entreprises à mission. Ça veut dire qu'elles peuvent intégrer dans leur statut leur utilité au-delà du marché. C'est-à-dire que oui, je suis utile en adressant un besoin économique, mais en plus, sur une dimension sociale ou environnementale, j'ai une action sur mon périmètre, sur mon territoire, sur mes parties prenantes. La deuxième chose, c'est qu'en fait, vous allez, en tant que dirigeant, devoir sensibiliser et embarquer les équipes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un besoin et une envie des collaborateurs, mais cette envie, elle doit être encadrée par une vision partagée, qui est portée par le management. Où est-ce qu'on va? Et donner ce cap-là, il est souvent incarné par la raison d'être, mais il va falloir l'apporter en permanence pour continuer à influer et injecter toute l'énergie. Et surtout, on est dans des logiques de changement d'organisation. Et il faut donner les moyens de changer. Et pour changer, qui de mieux placé que les collaborateurs? C'est leur quotidien, c'est leur activité. Voilà. Donc il faut, leur donner les moyens de changer, l'autonomie, la créativité et la responsabilisation de tout ce travail de fond. Et on a vu la liste entre la logistique, entre les achats, voilà, c'est à tous les étages qu'il va falloir changer. Et de mettre en place tous ces chantiers. Chantiers qui ont tous été faits suite à la transformation digitale des organisations. Donc là, on a aujourd'hui à la fois des méthodes, à la fois un peu de retour sur ce qui ne marche pas, comment il faut faire pour embarquer les équipes. Donc ça permettrait d'aller encore plus vite, sachant qu'il y a quand même une motivation globale sur le thème. C'est-à-dire que la transformation digitale, bon, ok, dans les boîtes, c'est peut-être joli, mais les gens ne sont pas super excités, super motivés par ce sujet. Ce n'est pas un truc qui les excite plus que ça. Par contre, sauver la planète, je pense que ça peut mobiliser vraiment plus facilement et plus de monde. La troisième chose, c'est que si on veut se réinventer, le sujet de l'innovation, il est clé. Innover, ça veut dire de trouver quelque chose de nouveau avec de l'impact. C'est la définition la plus simple possible pour une innovation. C'est nouveau et ça a de l'impact. Si ce n'est pas nouveau, ça n'a pas de l'impact, ce n'est pas une innovation. Et ce n'est pas pour ça que c'est technologique. On peut innover en faisant quelque chose de nouveau à l'accueil qui aura un impact sur les visiteurs de l'école. Donc il va y avoir des sujets de conception, comment on va repenser les produits et les services et les pratiques. Donc là, c'est vraiment en amont. Et puis, là, on a un super allié qui est la technologie. La technologie, pour gagner en efficience et donc en frugalité, puisque c'est le sujet, la technologie, c'est un allié incroyable. Par exemple, vous pouvez avoir des modèles de données qui peuvent optimiser de la logistique. Faire que, au lieu d'avoir 20 camions qui se déplacent pour livrer des choses, au-delà même de faire que ces camions soient des camions électriques, vous pouvez en avoir plus de 15.
Si vous avez des modèles de données et vous faites tourner ça dans des services d'algorithmie et de géolocalisation, vous pouvez réduire de 1/3 facilement votre flotte de camions parce que la technologie va vous permettre d'être plus efficient. Donc, concevoir avec de la technologie les services qui vont permettre à l'entreprise de gagner en efficacité, en frugalité énergétique. Une fois qu'on a fait le ménage à la maison, en fait, il y a toujours des bouts qui restent. Et ces bouts qui restent sur lesquels on ne peut rien parce que soit c'est à un moment un enjeu technique et on ne sait pas le faire. Il y a des entreprises qui veulent aller beaucoup plus loin et changer certaines pratiques. Et en fait, à un instant T, ça ne marche pas, personne ne sait le faire. Ben, on a des sujets de compensation. Et donc, il y a un outil dans les entreprises qui s'appelle le bilan carbone, qui permet de comprendre l'empreinte environnementale de l'entreprise. Et ben, on peut se dire qu'une partie de cette empreinte carbone peut être compensée. Alors, compensée par des puits carbone, donc ça veut dire injecter beaucoup d'argent pour acheter et financer des espaces dans lesquels il y aura des arbres ou des écosystèmes maîtrisés. Des financements d'innovation, puisque si je prends cet argent-là et que je le donne à des acteurs, comme je vous expliquais tout à l'heure avec Tesla et Fiat, ou de sensibilisation. Et les C2E, donc ces contrats d'énergie, permettent justement d'être l'outil de la compensation carbone des entreprises. Et de se dire, bah voilà, à un moment j'émets énormément, je ne peux pas tout réduire, parce qu'il y a, voilà, il y a des choses que techniquement on ne sait pas réduire. Mais dans ce cas-là, il faut basculer en compensation. Le danger de la compensation, c'est qu'il y a des gens qui le mettent en premier pour se donner une bonne conscience environnementale et qui vont commencer par compenser pour ne surtout rien changer à la maison. L'ordre, c'est on fait le ménage à la maison et après, on compense. Donc, on réduit au maximum l'empreinte environnementale et ce qui reste, bah, on le compense. Le dernier point, qui est certainement le plus important, et ça fait la boucle avec le tout début de la présentation, c'est la compétence. La compétence, elle est au cœur du réacteur de la transformation écologique, environnementale, énergétique, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, qui finit en IC, c'est ce sujet-là. Ce sujet, il est en 3 grandes parties pour moi. Il y a des nouveaux métiers, mais pas tant que ça, qui sont en train d'arriver. Alors, je vous en ai listé quelques-uns. Hein. Coordinateur rénovation énergétique, diagnostiqueur de système énergétique, chef de projet énergie renouvelable. Ça, c'est des métiers qui sont très, très, très ciblés sur la transition énergétique, notamment. Mais en vrai, là où il y a un travail conséquent, c'est comme on est sur quelque chose de transversal qui va toucher toutes les branches de l'entreprise, ben c'est comment on fait que chaque métier, je dis bien chaque métier, ait son bloc de compétences à lui sur le sujet de la décarbonation, sur le sujet de la transition écologique. Et là, on peut avoir, en tant que designer, donc quelqu'un qui est designer alors de produits, qui est architecte, etc., un complément, un bloc de compétences qui est autour de l'éco-conception. On peut être architecte et avoir un bloc de compétences complémentaires sur la performance énergétique d'un bâtiment. On peut être acheteur et avoir en complément de son métier d'acheteur, qui restera toujours un métier d'acheteur, faire des contrats, négocier des prix, etc. Et avoir un bloc de compétences achat durable. Pardon. Donc là, on voit vraiment que comme on est sur quelque chose de transversal, commun à tous, il va falloir pour chacun de nos métiers disponibles avoir le petit complément de 5%, 10%, 15% de compétences à rajouter. Et puis enfin, peut-être le plus important, en tout cas à mon avis, les compétences douces, parce que tout ce qu'on s'est raconté là, ça ne marche pas si on n'a pas des gens curieux et ouverts sur le monde. Ça ne marche pas si on n'a pas des gens qui comprennent ce qu'est la nature, qui comprennent avec empathie les enjeux qui sont derrière. Ça ne marche pas si on n'a pas des gens qui ont un esprit scientifique, parce que c'est de la donnée. Ces compétences douces, elles sont là aussi, alors peut-être au cœur du succès de n'importe quel être humain dans un collectif, mais en ce moment, au regard de cet enjeu-là, elles sont vraiment importantes. Cet esprit scientifique et critique, il est on ne peut plus nécessaire pour mettre tout le monde en mouvement.
je vais vous présenter un petit film d'un projet qu'on vient de finir, enfin, alors qu'on commence mais qu'on vient de finir. Ça dépend où on se met dans le projet. C'est un projet qui va nous porter pendant au moins 3-4 ans. Ça s'appelle Les Reconstructeurs. C'est un projet qu'on monte avec toute une série d'acteurs de la rénovation des bâtiments, aussi bien des acteurs de l'énergie, de l'industrie, des travaux, donc c'est un consortium. Et le projet Les Reconstructeurs, c'est comment on accélère et massifie la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, les bâtiments, et notamment pour les particuliers, c'est un enjeu de pouvoir d'achat. On le voit avec l'explosion des prix du gaz. C'est un enjeu aussi climatique, puisque en France, il y a environ 4 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Et il y a un fort lien entre pauvreté, passoire thermique et pouvoir d'achat. Donc il y a une dimension sociale très forte à faire ce travail auprès des propriétaires ou locataires de ces maisons ou petits collectifs qui doivent être changés. Le problème, c'est qu'il manque 250 000 personnes pour faire ce job. On a l'argent, on a quelques entreprises qui sont bien installées pour faire ça, mais il n'y a pas les bras pour le faire. Voilà. Donc on est sur une initiative qui s'appelle Les Reconstructeurs pour essayer de mobiliser tout l'écosystème de la construction autour de cette problématique. Je vous montre le film. Voilà, et puis juste pour finir, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, alors Carbonac, c'est mon podcast, voilà, donc si vous voulez écouter comment se transforment des grandes organisations comme L'Oréal ou comme la Société du Grand Paris, par exemple. Et puis, je vous ai mis 2 ateliers que vous pouvez éventuellement faire en classe, la fresque du climat, ou l'atelier 2 tonnes. Alors la fresque du climat est plus sur la sensibilisation, la compréhension du système, et 2 tonnes, c'est plus pour se dire, puisque 2 tonnes, c'est la trajectoire qu'on doit avoir tous, d'ici 15 ans, on doit tous peser 2 tonnes. Alors on en pèse plutôt 10 aujourd'hui, et il faut qu'on descende tous à 2, donc il y a un beau régime à faire. Et 2 tonnes, c'est un atelier pour comprendre quelles sont les actions qui ont de l'impact ou moins d'impact. Donc il y a un simulateur, et derrière c'est beaucoup de données qui vous permettent de dire, bah, tiens, si on fait ça, ah ouais, il va se passer ça. Si on fait ça, bah, tiens, plutôt mettre notre énergie, puisqu'on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup.
Et puis Time for the Planet, qui est une réponse d'entrepreneurs au réchauffement climatique, enfin au dérèglement climatique et aux enjeux de décarbonation. Je vous conseille aussi d'aller voir ces gens-là. Merci beaucoup. On va passer à la table ronde.